À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des conférences InnoVibes organisée par la Fondation DIARC. Je m'appelle Cédric Luiset, je suis en charge de la communication du marketing chez DIARC. Je salue donc les gens qui sont dans la salle ici au Swiss Digital Center de Sierre et je salue également les nombreux téléspectateurs qui sont en ligne, je ne sais où, en Suisse, voire même ailleurs. Donc bonjour à vous toutes et tous pour cette nouvelle édition d'InnoVibes. Comme j'ai dit, c'est organisé par la Fondation DIARC. Je vous donne quelques éléments. Les habitués des InnoVibes ont déjà vu ces slides. Je m'en excuse, mais c'est important quand même de rappeler ce que fait la Fondation DIARC. Vous avez ici ses principales missions au service des PME, au service des startups, au service aussi des instituts de recherche et actif dans plusieurs domaines technologiques et également en soutien de la digitalisation de l'économie locale. On a différents sites technologiques sur lesquels DIARC est actif, y compris ici sur Sierre, donc au Swiss Digital Center, mais également dans les principales villes valaisannes. Et c'est toujours un plaisir d'avoir sur place des PME, des startups, des instituts de recherche, voire même des industries qui collaborent ensemble et qui font un peu une émulation de cette innovation en Valais. Plutôt que vous raconter plein de choses sur DIARC, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On a des newsletters, on a un blog, on a une page LinkedIn également. Donc, n'hésitez pas à visiter tous ces éléments. On essaie de les mettre à jour très, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Vous avez des news sur DIARC, mais surtout sur les PME et sur le tissu économique valaisan. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Quelques mots encore pour les nouveaux qui nous rejoignent pour ces conférences InnoVibes. On en a fait un certain nombre jusqu'à présent depuis plusieurs années, sans discontinuer, y compris pendant la fameuse crise du coronavirus. On a toujours pu maintenir une présence et le but, c'est vraiment que vous puissiez vous rencontrer et ou découvrir des thématiques variées en lien avec l'innovation. Et la particularité de ces InnoVibes, c'est que c'est vous qui choisissez les thématiques, les orateurs. Vous pouvez mettre des petites étoiles, des petits votes. Vous pouvez proposer aussi des orateurs, des thématiques sur le site innovibes.ch. Le programme, donc ça, c'est les prochaines dates qui sont prévues. Reste encore à rajouter quelques dates dans le Haut-Valais aussi. On essaye de faire le tour un peu des sites technologiques de la Fondation DIARC et on sera amené du coup à aller sur Comté en juin, à Monter en septembre et en novembre à Sion au campus Énergie-Police. Voilà la thématique qui a été votée, plébiscitée depuis quelques mois maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc, pour s'amuser, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de choses. J'ai demandé à un outil de génération d'images de nous représenter une InnoVibes à Sierre, au cœur des Alpes valaisannes. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous auriez pu vous trouver au milieu d'une zone plus ou moins d'habitation, au milieu des montagnes, à écouter je ne sais quoi avec des personnages qui ont plusieurs doigts. Je pense que l'intelligence artificielle a un potentiel un petit peu plus grand pour vos PME. Et c'est ça, j'espère, que va nous démontrer Gary Foley, donc, qui est l'orateur de ce jour, fondateur de Neuralia, à qui je vais passer la parole maintenant. Juste avant ça, donc, je rappelle aux gens qui sont en ligne que vous pouvez sans autre poser vos questions via le chat de Zoom. Je vais reprendre ces questions et les poser à Gary en fin de séance. Et les gens qui sont dans la salle, on acceptera aussi les questions en direct, bien entendu. Donc voilà, je fais un petit signe pour laisser la caméra à Gary et je lui cède la parole maintenant et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Voilà, bonjour à tous et à toutes et merci d'être ici aujourd'hui. Et bien évidemment, merci à InnoVibes pour l'organisation de cette conférence et de m'avoir invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de comment appliquer concrètement l'IA dans votre PME de manière à maximiser le potentiel de vos données. Donc, je m'appelle Gary Foley, je suis titulaire d'un bachelor en économie et management
suite auquel j'ai fait un bachelor en informatique à l'université de Lugano, et puis finalement le master en intelligence artificielle de l'IDIAP, pour ceux à qui ça parle, à Martigny. Et j'ai travaillé ensuite quelques années au groupe Mutuel, où j'ai pu mettre en place des systèmes d'antifraude qui ont très bien fonctionné. Je vous en parlerai un peu plus par la suite. Et finalement, j'ai récemment fondé ma société, Neuralia, spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'ingénierie de données. Alors, concernant la table des matières, cette présentation sera divisée en 3 sections. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, où j'expliquerai véritablement donc une petite introduction pour vous donner les bases de ce qu'est l'IA. Puis, on ira vraiment dans le domaine et les exemples concrets d'application de l'intelligence artificielle avec des exemples d'application au sein de ma société. Et finalement, j'aborderai la mise en place d'une stratégie centrée sur les données. Vous allez voir que c'est très important, hein, si vous voulez maximiser les chances de succès de vos projets d'IA, il faut avoir une phase un peu stratégique également. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, si l'on s'en tient à la définition officielle, l'IA est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Est-ce qu'on y est? Eh bien, à vrai dire, pas encore. L'ensemble des méthodes d'IA aujourd'hui présentes, hein, ChatGPT comprise, sont dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite étroite ou faible. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui ont un but, très spécifique, qui sont spécifiquement appliquées à un problème. Par exemple, ChatGPT, la génération de contenu et d'images. Et dès qu'on essaye de les sortir de cette tâche, dès qu'ils ne sont plus focalisés sur cette tâche, eh bien, on doit réentraîner complètement l'algorithme. Et on espérerait atteindre l'intelligence artificielle dite générale ou forte, qui est souvent représentée dans les films de science-fiction par des robots humanoïdes. Donc là, petit clin d'œil à Terminator pour ceux à qui ça parle. Eh bien, l'intelligence artificielle générale ou forte, ce serait une IA capable de reproduire l'ensemble des capacités cognitives d'un être humain, tant dans sa capacité d'adaptation que dans sa capacité d'apprentissage. Et si l'on voulait donc atteindre cette IA dite générale ou forte, selon Yann LeCun, scientifique en chef de l'IA chez Meta, un ponte du domaine, eh bien, il dit que la construction d'une intelligence artificielle générale nécessiterait de nouvelles découvertes fondamentales et un changement de paradigme, ce qui pourrait prendre des années, voire des décennies. Donc, rassurez-vous, je pense qu'on n'y est pas encore. Si on s'intéresse maintenant au domaine de l'IA à l'heure actuelle, donc l'IA, évidemment, c'est très vaste, il y a de nombreux domaines, et on va principalement ici s'intéresser à 3 domaines qui forment, on va dire, les applications principales aujourd'hui de l'IA, le machine learning, le deep learning et l'IA générative. Et ces 3 domaines, vous pouvez le voir, sont chaque fois imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire que le deep learning est un sous-domaine du machine learning et l'IA générative un sous-domaine du deep learning. Et plus vous allez vers le bas, plus vous avez un accroissement de la complexité, c'est-à-dire des modèles toujours plus complexes avec toujours plus de paramètres qui ont besoin de toujours plus de données pour être entraînés. Et si on regarde maintenant spécifiquement chacun de ces sous-domaines, donc tout d'abord le machine learning. Alors qu'est-ce que le machine learning? Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont toutes les méthodes algorithmiques qui permettent d'apprendre à partir des données. C'est-à-dire que vous allez lui donner des exemples et il va apprendre à partir de ces exemples de manière à pouvoir ensuite généraliser sur des exemples qui n'ont pas été vus de manière simplifiée. Là, 2 petits exemples de la vie de tous les jours. La détection des courriers indésirables que vous avez dans vos téléphones, c'est basé sur des méthodes de machine learning et également les systèmes de recommandation comme sur Netflix et Amazon, recommandations de films ou recommandations de produits en fonction de vos achats et autres, c'est également des exemples de machine learning. On va un bout plus loin avec le deep learning, qui est un sous-domaine du machine learning. Le deep learning, c'est du machine learning, mais avec un cran de complexité supplémentaire. On a ces fameux modèles dits de réseaux neuronaux, à ne pas confondre avec les réseaux neuronaux humains, on en est encore très très loin. C'est encore une fois des mots qui sont parfois inappropriés, hein. Et ces modèles de réseaux neuronaux, eh bien, ils ont plus de paramètres, ils ont besoin de plus de données. Et si on a plus de données, on arrive à des résultats généralement meilleurs. Et finalement, on arrive sur l'IA générative, donc encore un sous-domaine du deep learning, où on a ces modèles tels que ChatGPT. Vous l'avez sans doute déjà tous utilisé. ChatGPT, c'est l'IA générative. Pourquoi? Parce qu'on génère du contenu. Maintenant que vous avez un peu cette vue d'ensemble donc, de ces 3 domaines qu'on va voir de l'IA, on va passer donc à des exemples concrets d'application de ces 3 domaines au sein de ma société, entre autres. Le premier, j'ai eu la chance assez rapidement d'avoir un premier mandat au sein d'une clinique où on m'a demandé de créer
un algorithme de prédiction de l'âge biologique. Alors, qu'est-ce que l'âge biologique? C'est le vrai âge de votre organisme. C'est-à-dire que vous avez un âge chronologique et vous avez un âge biologique qui va dépendre de facteurs tels que votre génétique et votre alimentation, votre hygiène de vie de manière générale, hein, le sommeil, l'activité sportive. Et l'idée, c'était de développer un algorithme qui prédit cet âge biologique à partir des biomarqueurs sanguins et physiologiques d'une personne, de manière à pouvoir évaluer l'efficacité de divers traitements anti-âge. C'est-à-dire que c'était une clinique spécialisée dans l'anti-âge, et l'idée, c'était donc d'avoir une évaluation de cet algorithme quand le patient arrive, et une évaluation 6 mois après, de manière à pouvoir justement dire si le traitement a fonctionné ou pas, en fonction donc des résultats de l'âge biologique. Et là, on est vraiment sur un exemple de machine learning, et plus précisément d'analyse prédictive et d'IA explicative. Pourquoi? Vous allez le voir avec cet exemple, parce que ici, dans cet exemple, on a donc un patient, on a le résultat de l'algorithme avec un patient qui est âgé de 35 ans chronologiquement et qui a un âge biologique prédit de 29 ans. Et non seulement on va prédire que ce patient a 29 ans, donc il a de la chance, hein, il a 6 ans de moins que son âge sur sa carte d'identité, voilà, donc un patient plutôt a priori en bonne santé. Non seulement on va prédire qu'il a 29 ans, mais on va également expliquer les facteurs qui ont permis cette prédiction. Donc là, vous voyez sur ce diagramme en rouge, vous avez l'ensemble des facteurs qui ont contribué à pousser cette prédiction vers le haut, et en bleu, vous avez l'ensemble des facteurs qui ont contribué à pousser la prédiction vers le bas, c'est-à-dire à pousser l'âge vers le bas, et l'ensemble de ces deux facteurs, la moyenne des deux, va faire en fait cette prédiction 29 ans. Et c'est très intéressant, en tout cas pour le médical, pour cet algorithme précisément, parce qu'on est presque plus intéressé par savoir pourquoi on a cette prédiction que par la prédiction elle-même. Comme ça, on peut vraiment adapter et personnaliser le traitement aux patients si on peut. Évidemment, ce genre d'exemple, alors là on est dans le domaine médical, ce genre d'exemple pourrait tout à fait être appliqué sur une meilleure compréhension de vos clients, une meilleure compréhension des ventes de vos produits. Donc dès qu'on arrive à prédire une variable, on pourrait après s'intéresser à savoir pourquoi on la prédit ainsi avec ce genre de diagramme qui donne vraiment des très bons insights. Autre exemple aussi au sein de ma société, avec encore une fois là un exemple de machine learning et plus précisément de système de recommandation. Je vous en ai parlé des systèmes de recommandation avec Amazon, Netflix. Là, j'ai eu donc une PME de la région qui, dans l'analyse de ses clients et de ses produits, a souhaité faire une campagne marketing augmentée à l'IA. Alors, comment on s'y est pris? Ça a été un projet qui a été mené en 3 phases. Le premier, on a commencé par un enrichissement des données clientes existantes, c'est-à-dire qu'ils avaient des données de clients, mais ils n'avaient pas suffisamment de variables sur ces données. Et entre autres, les clients de cette entreprise, qui étaient elles-mêmes qui étaient des entreprises, on ne savait pas pour toutes ces entreprises la catégorie d'activité de l'entreprise, le domaine d'activité. Donc, on a dû faire un enrichissement des données en ayant cherché ces données sur des bases de données publiques, accessibles, ça peut être le site de l'entreprise en question. À partir de là, on a obtenu la catégorie de l'entreprise. Ensuite, on a ciblé les clients auxquels on voulait faire cette campagne, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer une campagne mail je donne un exemple, de 10 000 emails à tout le monde, à toute la base client, même ceux qui étaient inactifs. On a ciblé les clients qui étaient actifs et les clients d'un certain domaine que l'entreprise voulait cibler avec cette campagne-là. Et finalement, là, on rentre dans la partie vraiment machine learning. J'ai codé un algorithme de recommandation de produits personnalisés, c'est-à-dire que par rapport à l'historique d'achat de ces clients, on a recommandé des produits vraiment par rapport à leur historique d'achat qui pourraient leur convenir. Donc, on a vraiment ciblé les clients et fait des recommandations pertinentes de produits. Ça a eu évidemment un bien meilleur impact que les autres campagnes marketing qui avaient été menées auparavant. D'une part, en termes de retour sur investissement, il y a eu plus d'achats. Et d'autre part, parce que le coût a été réduit, à la place d'envoyer 15 000 mails à toute la base client, on en a ciblé 5 000 et on a, sur ces 5 000 mails, fait des recommandations personnalisées. Donc là, un autre exemple d'application de l'IA dans le machine learning. Je vais là vous expliquer un troisième exemple avec cette fois-ci du deep learning. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait cet exemple. Je n'avais malheureusement pas d'exemple de deep learning au sein de ma société Neuralia, mais je voulais quand même vous donner un exemple du deep learning avec là la détection de mélanome malin, qui est un parfait exemple de deep learning où un algorithme a été entraîné sur 100 000 images. 100 000 images, c'est énorme. Alors là, vous vous rendez bien compte que le deep learning, il faut beaucoup plus de données. Et il a été entraîné à reconnaître les mélanomes malins des mélanomes bénins. Et là, vous pouvez voir le résultat de l'algorithme avec 87% des mélanomes malins qui ont été correctement identifiés par des médecins
contre 95% correctement identifiés par la machine. Alors là, vous voyez vraiment l'application sur un problème spécifique du deep learning et comment ça peut vraiment donner des résultats exceptionnels. Là, on est vraiment sur de la classification d'images avec du deep learning, c'est-à-dire qu'on classifie si l'image est un mélanome malin ou un mélanome bénin. Et finalement, un exemple cette fois-ci d'IA générative. Alors vous l'avez vu, on est passé par le machine learning, on a été au deep learning et maintenant on arrive sur l'IA générative, alors sur ChatGPT si vous voulez. Un exemple d'IA générative avec un chatbot d'aide au support client. Donc en fait, imaginez un chat GPT personnalisé sur vos données pour répondre aux demandes clients. Donc, trois avantages. Le premier, c'est des réponses précises, personnalisées avec des échanges dynamiques. Deuxième avantage, évidemment, un support en temps réel 24/24, puisque le chatbot est accessible jour et nuit. Et évidemment, une automatisation de l'aide au support client, puisque tous les clients qui vont demander de l'aide à ce chatbot ne vont pas appeler le support client. Donc, évidemment, ça permet de décharger les êtres humains qui sont derrière le support client de manière à en avoir aussi, à avoir moins besoin de ressources de ce côté-là. Et là, je vais vous présenter un petit exemple de ce chatbot, rendre un peu la présentation interactive. Alors, voilà. Donc là, vous êtes sur l'interface. Ça, c'est une interface de test du chatbot. Ce chatbot est développé pour une entreprise de comptabilité qui crée un logiciel de comptabilité. Cette entreprise s'appelle Shield, donc un logiciel qui va sortir bientôt en juin de comptabilité. Et l'idée, c'est donc d'avoir cette interface pour que l'expert du côté de Shield puisse tester les questions, me dire ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien. Moi, j'itère et j'améliore. Et ensuite, on a finalement une version qui est bonne et qui sera finalisée, qui sera déployée du coup dans l'application Chill au moment où elle sortira. Et là, je vous montre un petit exemple. Alors ici, si on pose une question, donc comment créer une société. Donc imaginez donc un logiciel de comptabilité, vous avez un utilisateur qui se demande comment créer une société dans ce logiciel. Eh bien, il va poser sa question et le chatbot va lui répondre. Voilà. Donc là, vous voyez la réponse du chatbot. Et vous voyez que le chatbot est capable en fait, donc, de lui répondre, de lui donner l'ensemble des étapes. Alors, imaginez, vous êtes sur le logiciel, vous êtes sur une page, vous dites, tiens, comment créer une société? Eh bien, je tape sur j'ai le petit icône du chatbot, j'appuie, je tape comment créer une société, et il me répond, il donne toutes les étapes. Et en fait, ces étapes viennent directement de la documentation du logiciel qui a été créé par l'expert, justement. Et là, il peut cliquer directement dessus, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès aux sources qui ont servi à. Vous pouvez cliquer dessus directement et vous avez là les sources en fait originelles qui ont permis de générer cette réponse. Et vous pouvez également, alors lui peut également et les clients également pourront scorer la réponse de manière à ce que si on a des réponses qui sont mal scorées, on les regardera, puis on améliorera, on continuera d'améliorer jusqu'à ce que le chatbot donne entière satisfaction. Et évidemment, après, vous pouvez continuer de taper des questions. Hein. Vous pouvez lui demander et importer des données, par exemple. Voilà. Et il va également vous répondre. Et donc, vous pouvez vraiment avoir cette interaction conversationnelle. Donc, ça, c'est pour de l'aide au support client. Je vais voir si. Voilà. Et vous avez vraiment cette interaction où là, il vous dit, ben voilà, pour importer des données dans le logiciel, vous devez suivre ces étapes suivantes. Et il vous explique justement que on peut importer des données de différentes sources, entre autres des données de Winbiz. Voilà. Comme ça vous évite de recréer toute la base de données de comptabilité. Voilà. Et je reviens donc sur ma présentation. Donc ça, c'était un exemple d'IA générative. Maintenant, si on reprend une vue globale, voilà. Donc, vous avez de nouveau ces trois domaines, le machine learning, le deep learning et l'IA générative. Et dans ces trois domaines, vous avez, on a vu, hein, ce qui est en violet légèrement plus clair, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, on a vu dans le machine learning l'analyse prédictive avec la prédiction de l'âge biologique. On a vu l'IA explicative avec l'explication de cette prédiction, c'est-à-dire qu'on obtient les facteurs de cette prédiction. On a vu les systèmes de recommandation avec la campagne marketing augmentée à l'IA. Et un domaine qui m'est assez cher et que je voulais aborder avec vous spécifiquement, c'est également la détection de fraude et d'anomalies. Donc, dans le cadre du machine learning, on peut également faire de la détection de fraude et d'anomalies. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé plus de 3 ans.
et ça donne d'excellents résultats. C'est-à-dire qu'il faut garder ça à l'esprit si vous avez des factures clients, des factures fournisseurs sur lesquelles vous souhaitez vérifier des prix ou toute autre activité qui nécessiterait de la vérification. Eh bien, la détection de fraude et d'anomalies est généralement un excellent domaine d'application de l'IA puisque vous avez tout de suite un retour sur investissement. C'est-à-dire que dès que vous commencez à détecter des cas de comportement déviant, des cas de fraude véritablement, eh bien, ces cas-là peuvent être bloqués et vous avez tout de suite en fait une économie. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite si votre modèle d'IA va marcher, s'il marche et quelle économie il vous permet de faire. D'ailleurs, dans le cadre du groupe mutuel, pour vous donner un peu plus de contexte, j'ai mis en place un logiciel de détection des factures falsifiées. C'est-à-dire qu'il y a des assurés qui envoyaient des factures falsifiées et on a pu justement détecter ces assurés-là et ensuite les bloquer. Et ça a fait tout de suite des économies qui étaient assez importantes. Voilà. Dans le cadre du… Maintenant, on passe au deep learning. Alors, deep learning, on a vu la classification d'images pour des mélanomes. Alors, évidemment, ça peut être utilisé à plein d'autres buts. La classification d'images de documents, si vous voulez classifier des documents, si vous voulez classifier dans les chaînes de production, par exemple, si vous avez des chaînes de production avec des produits, puis vous voulez savoir si ce produit présente une faille ou non, eh bien, vous pouvez prendre une image du produit, puis ensuite entraîner un algorithme à dire, tiens, ce produit a un défaut de fabrication, s'il y a un défaut visuel. Et finalement, on passe à l'IA générative, où on a vu les chatbots personnalisés d'aide au support client. Vous pouvez également imaginer un chatbot personnalisé sur les données des collaborateurs de votre entreprise, c'est-à-dire qu'un chatbot pour les collaborateurs, pour que les collaborateurs puissent poser des questions sur les propres données de votre entreprise, de manière à amener cette intelligence conversationnelle sur les données de votre entreprise. On n'a pas vu, mais il y a également l'extraction de contenu qui est intéressante avec l'IA générative. Vous pouvez demander à des modèles comme ChatGPT d'extraire du contenu de documents comme des mails, comme des PDF, c'est-à-dire de lui dire va me chercher l'auteur, va me chercher qui a signé, va me chercher des montants, et il va aller chercher ça automatiquement. Et il y a également toute la partie génération de contenu. Si vous voulez automatiser l'écriture de vos mails, de vos rapports, de vos articles, eh bien, vous pouvez utiliser ces genres de technologies avec succès. Et finalement, un point qui est assez essentiel, j'ai mis d'ailleurs tout en bas parce que c'est quelque chose qui s'applique aux 3 domaines réunis, c'est l'automatisation de processus spécialisés et ou redondants. Posez-vous bien la question, dès que vous avez un processus dans votre entreprise qui semble redondant, qui semble simple, qui est quelque chose que la personne, par exemple, recopie des données ou extrait quelque chose, voilà, et ça a un côté très spécialisé et redondant, et bien possiblement, il y a une application de l'IA là-dessus. On peut automatiser ce genre de processus, faire ce qu'on appelle des processus intelligents, où on évite à des personnes ces tâches répétitives et redondantes, que ce soit de la saisie, que ce soit de la copie, que ce soit… Voilà. Donc, posez-vous toujours ces questions, et pour ce genre d'automatisation de processus, alors là, on fait appel aux 3 technologies en même temps, des fois, c'est-à-dire qu'on sélectionne le bon outil au bon problème. Donc ça, c'était toute la partie des domaines d'application. Maintenant, si on s'intéresse à comment mettre en place une stratégie centrée sur les données, eh bien, on rentre donc dans la dernière section de cette présentation. Tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, tous ces exemples concrets d'IA que vous avez vus jusqu'ici, c'est uniquement le sommet de cette pyramide. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la pyramide de la data science. Et tout ce que je vous ai montré là, tous ces exemples de deep learning, de machine learning, d'IA générative, on est vraiment au sommet de la pyramide. Et vous avez tout le reste de la pyramide. Alors, qu'est-ce que c'est cette pyramide? C'est en fait un peu les étapes de maturité pour arriver à l'IA. Il y a une partie de ces étapes qui sont essentielles et certaines moins, mais vous avez besoin, en théorie, de passer à travers toutes ces étapes pour arriver à mettre en place avec succès des projets d'IA. Alors, quelles sont ces étapes? Eh bien, on a vu la data science tout en haut, donc tout ce qui est en rapport avec l'IA, mais les 3 premières étapes, vous avez 3 étapes de ce qu'on appelle en anglais la data foundation, c'est-à-dire la fondation de la donnée. Évidemment, sans données, on ne fait pas d'IA. On ne fait pas d'IA. Ce paradigme peut être discuté parce que maintenant, avec l'IA générative, vous avez moins besoin de données pour arriver à générer de la valeur, mais quand même, plus vous avez de données, mieux c'est, et plus vous aurez de chances de faire des applications concrètes de l'IA à haute valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc, il faut de la donnée. Et donc, cette donnée, elle vient d'où? Si on regarde la première étape, d'abord, il faut acquérir cette donnée, tout ce qui est la data acquisition. Donc, on acquiert la donnée via plusieurs canaux. Ça peut être vos logiciels, ça peut être des collaborateurs chez vous qui rentrent des données. Donc, on a toute cette partie acquisition de la donnée. Ensuite, on a toute la partie ingénierie de la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser
à créer des systèmes de bases de données centralisées dans lesquels cette donnée est centralisée, cette donnée est structurée. Et on a après toute la partie gouvernance de la donnée, où là, il y a des processus qui traitent de la qualité de la donnée. C'est-à-dire que la donnée doit être qualitative, pas corrompue, elle doit refléter la réalité. Et donc, on a vraiment déjà ces 3 étapes qui font la fondation de la donnée. Et une fois que ces 3 étapes sont respectées, on peut passer aux étapes suivantes, qui sont les étapes de valorisation de la donnée. Étape de valorisation, alors on a vu la science des données. Une autre étape de valorisation, c'est tout ce qui est reporting et intelligence du business. Alors ça, je vais y revenir juste après. Mais ces 2 étapes-là sont des étapes qui nécessitent la fondation de la donnée. Si je passe un peu plus en détail sur la fondation de la donnée, alors qu'est-ce que c'est la fondation de la donnée? Eh bien, c'est le principe que si vous avez une entreprise avec des fichiers Excel éparpillés, eh bien, tout d'abord, il convient de les centraliser dans une base de données. C'est-à-dire que plutôt que de travailler directement sur ces fichiers Excel où, ma foi, n'importe qui peut entrer des données et puis peut même les entrer faussement, eh bien, on va centraliser ces données dans une base de données. Et dans une seconde étape, en général, la manière dont ces données sont, parce que la centralisation, donc les données qui sont dans la base de données peuvent venir de fichiers Excel, mais peuvent venir aussi de logiciels, simplement des ERP ou des logiciels d'entreprise dans lesquels vous saisissez vos données et qui sauvent ça dans la base de données. Toutes ces données-là, en général, sont sauvées, sont dites opérationnelles. Et ensuite, pour pouvoir analyser ces données, généralement, on les transforme. On passe d'une base de données opérationnelle à une base de données analytique via une transformation. En général, cette transformation est nécessaire puisque vous avez besoin d'un certain format de ces données. Mais donc, tout ce que vous voyez ici, j'ai très simplifié, mais c'est ces 3 premières phases, en fait, donc de fondation de la donnée que vous voyez là-haut, où il faut faire, en général, ce travail-là avant d'arriver sur l'IA. Comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Maintenant, si on passe à l'étape, comme je vous ai dit, donc là, on a vu l'étape de fondation de la donnée. Si on passe à l'étape un cran au-dessus de reporting et d'intelligence business, eh bien là, qu'est-ce que le reporting et l'intelligence business? Donc, quelle est la différence entre ça et la science des données, tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Eh bien, c'est l'utilisation de vos données sans faire de prédiction, sans tenter d'enrichir vos données. Vous allez juste utiliser vos données historiques et actuelles en créant des métriques utiles pour le suivi de votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez créer une série de métriques qui vont vous permettre de prendre des décisions dans votre entreprise sur la base de ces données-là. Et là, vous avez un exemple justement dans ce qu'on appelle un dashboard. Donc, un dashboard qui est fait avec Power BI, un exemple que j'ai pris d'Internet. Et ce dashboard, eh bien, c'est un exemple d'un site de e-commerce où vous pouvez voir sur la gauche en haut les ventes par localisation. Sur la droite, vous avez les ventes moyennes par année. En bas, vous avez les ventes par catégorie. Et vous avez également le produit qui a eu le plus de retour sur investissement, donc qui fait partie de la catégorie santé et beauté. Et finalement, vous avez les raisons de retour des produits. Et en fait, ce genre si vous voulez, de technologie, de dashboard, ne font pas du tout appel à de l'IA et néanmoins peuvent amener beaucoup de valeur parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble de métriques qui sont clés à la prise de décision de votre entreprise. Par exemple, vous allez pouvoir dire à partir de ce dashboard, eh bien, tiens, je vais investir plus dans la santé et la beauté, ou alors tiens, il n'y a pas assez de retours sur cette catégorie-là, je vais pouvoir peut-être essayer d'optimiser ces retours-là avec une campagne. Et là, on est vraiment donc dans le reporting et la BI, la business intelligence. Et finalement, donc, quand on a fait ce genre de métrique. Alors, évidemment, cette étape n'est pas, on peut directement sauter à l'étape data science, mais en général, il y a déjà de la valeur à faire ce genre d'exercice. Et finalement, donc, l'étape que jusqu'ici, on a vu, donc tous ces algorithmes qui représentent en fait donc la data science et l'intelligence artificielle. Donc là, on est au sommet de la pyramide. Alors, comment appliquer concrètement l'IA dans votre entreprise sur cette étape-là? Eh bien, ça se résume essentiellement à une méthodologie de sélection pragmatique. C'est-à-dire que quand vous voulez appliquer l'intelligence artificielle à votre entreprise, vous devez pragmatiquement choisir où vous voulez l'appliquer. Vous devez trouver des points bloquants dans votre entreprise qui nécessitent l'application de l'IA. Ne faites surtout pas l'erreur de vouloir appliquer l'IA
pour avoir de l'IA dans votre entreprise. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, la tendance, l'IA générative, ChatGPT, c'est magnifique, le deep learning, allons-y, trouvons des cas d'application dans l'entreprise, alors que ces cas d'application ne sont pas des vrais points bloquants. Et donc là, vous allez rentrer dans des projets qui vont avoir des coûts, qui vont entraîner quand même un investissement de la part de vos collaborateurs, alors que vous n'avez pas identifié un vrai point bloquant. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place une méthodologie de sélection pragmatique dans votre entreprise. Vous sélectionnez vraiment les cas d'application et ces cas doivent être sélectionnés sur ces 4 caractéristiques que vous voyez là. Tout d'abord, la valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand vous voulez appliquer de l'intelligence artificielle à votre entreprise, intéressez-vous vraiment au retour sur investissement. C'est très important. Il faut raisonner en termes de retour sur investissement. Ça peut être un retour sur investissement monétaire, comme le cas de la détection de la fraude, où vous allez tout de suite avoir des économies et c'est intéressant, évidemment, ou ça peut être un retour sur investissement en termes de gain de temps pour le collaborateur, c'est-à-dire que le collaborateur n'a plus besoin de faire cette tâche-là ni cette tâche-là. Donc, évidemment, par année, ça fait des gains d'efficience qui sont très élevés. Mais ça, donc vraiment, la valeur ajoutée, il faut avoir cette approche très orientée retour sur investissement. Deuxième point clé, c'est la faisabilité technique. Essayez de viser des cas d'application de l'IA qui sont faisables. Vous avez les données pour le faire, ça peut marcher, les chances que ça marche sont le plus élevées et on essaye toujours de viser le retour sur investissement le plus élevé versus la faisabilité technique la faisabilité technique la plus élevée, mais en somme, on va dire le cas d'implication le moins, on va dire, le plus simple à mettre en œuvre. On ne va pas tout de suite s'attaquer à des cas d'IA où il faut faire appel à des méthodes très avancées qui nécessitent parfois même de la recherche. On s'intéresse vraiment aux outils qu'on a de manière à pouvoir les appliquer puis tout de suite générer de la valeur. Donc, deuxième point clé, la faisabilité technique de ce que vous voulez faire. Troisième point clé, et je mettrai énormément l'emphase là-dessus parce que c'est ce qui a permis beaucoup de mes projets d'IA d'avoir un grand succès, en particulier la fraude, c'est l'expertise métier. Quand vous voulez appliquer de l'intelligence artificielle, il faut avoir un expert avec vous du métier dans lequel vous appliquez ça. C'est-à-dire, dans le cas de la fraude, moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un expert de la fraude pendant presque une semaine où j'étais vraiment avec lui. Je regardais ce qu'il faisait, il m'a expliqué ses cas, il m'a dit, voilà, des fois, ils font comme ça, des fois, on a plutôt ce genre de problématiques. Et vraiment, en osmose avec lui, j'ai pu acquérir l'expertise métier suffisante pour créer un algorithme qui marchait. Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir toujours l'expert métier. Si je prends le chatbot, on a l'expert qui a écrit la documentation du logiciel et qui va pouvoir juger si les questions sont pertinentes, les réponses sont pertinentes et si elles répondent aux besoins. Donc ça, c'est très important. Toujours avoir quelqu'un qui représente le métier dans lequel vous voulez appliquer l'intelligence artificielle. Et finalement, je reviens un peu au point 2, il faut l'appliquer en complexité incrémentale. Encore une fois, du plus simple au plus compliqué. Essayez d'abord avec des méthodes très, très simples d'avoir des résultats et après aller sur le plus compliqué. Sautez pas tout de suite sur la tendance, hein, sur les dernières méthodes les plus jolies, parce que voilà, c'est plus complexe, ça prend plus de temps et des fois, mieux vaut commencer simple et après, petit à petit, augmenter la complexité à mesure aussi que l'expertise de la personne qui implémente l'IA et l'expertise de la personne qui est dans le métier, qui collabore avec, les deux montent aussi en synergie. C'est-à-dire qu'il y a une montée de compétences qui fait qu'on peut aussi aller vers des applications plus complexes. Et évidemment, c'est pour ça que dans la méthode, en tout cas, d'application de l'IA de ma société, on fait toujours un audit avant de se lancer sur des projets où on va vraiment analyser les cas d'application les plus prometteurs de l'IA au sein de votre entreprise. Et ensuite, on s'attaque, quand on a vraiment identifié les meilleurs cas, qu'on sait que c'est là qu'on a le plus de chances de succès, le plus de chances de retour sur investissement, on se lance ensuite dans l'implémentation. Mais avant d'entrer dans cette phase d'implémentation, il faut quand même bien identifier ces cas-là. Pour ceux que ça inquiète, en terminant du coup cette présentation par une petite conclusion qui est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les humains, mais les humains avec l'intelligence artificielle remplaceront les humains sans l'IA. Évidemment, hein, c'est maintenant que ça se joue. On a dit ici les humains, mais ça s'applique aussi aux entreprises. Le tournant, il faut le prendre, il ne faut pas attendre trop longtemps, surtout si vous avez de la valeur ajoutée à le faire, très clairement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gary, pour cette présentation. Seulement comme ça. Oui. Voilà. Je te la donne. Voilà, pardon.
petits réglages techniques. Y aurait-il des questions dans la salle? En attendant que vous y réfléchissiez, il y en a plusieurs sur le chat, dont certaines tournent autour de tout ce qui est argent. Donc, quel est finalement le business model de Neuralia? Et une autre question là autour, c'est si une fois on fait un projet, une campagne AI, j'imagine qu'on n'arrive pas à prédire d'avance le coût, mais est-ce qu'on peut le répliquer? Donc, deux questions ou trois questions en une pour commencer. Alors, déjà, pour commencer par le business model de ma société, eh bien, vous l'avez compris, il y a un axe de consulting, c'est-à-dire que je viens et je fais l'audit. On regarde ensemble les cas d'application et on regarde si c'est faisable, à quel coût. On essaye d'estimer ces coûts. Évidemment, on ne va pas se lancer tête baissée dans quelque chose qui potentiellement peut être très coûteux. On va essayer d'estimer le retour sur investissement. Et une fois qu'on a identifié cela, Neuralia également propose l'implémentation et la création de ces algorithmes autant comme vous avez pu le voir dans le machine learning que dans l'IA générative. Donc, on implémente concrètement la solution technique, on code et après, on déploie cette solution où vous le souhaitez, de manière ensuite à générer la valeur qui a été prédite. Et quelle était la troisième? La réplicabilité, en fait. Alors, Comment est-ce ouais. qu'on... Alors, dans le cadre de la campagne marketing, alors évidemment, cette campagne marketing, maintenant, chaque année, le client en question me contacte et me dit, tiens, on refait l'exercice. Donc oui, une fois que la solution est créée, évidemment, on essaie de l'utiliser le plus possible, ça c'est sûr. Donc oui, il y a une claire réplicabilité et évidemment, dans la manière de créer ces logiciels, il y a un suivi. Ce n'est pas que je vous donne un logiciel, je vous dis, il faut le faire fonctionner comme ça et puis après, je vous laisse. Non, non, il y a un suivi, on l'améliore, on itère et on fait en sorte d'avoir toujours le meilleur résultat possible. Euh, les téléspectateurs sont assez pointus, donc on a entendu l'histoire de l'audit. Est-ce qu'on peut articuler un coût par rapport à cet audit, un ordre de grandeur en tout cas? Alors, c'est toujours compliqué. Tout dépend de la taille de l'entreprise, évidemment. Si c'est une petite PME, vous aurez moins de données, vous aurez aussi moins de cas d'application concrets. Ça ira plus vite. Si c'est une grosse société, alors évidemment, il y a plus de domaines et il y a un coût plus élevé. Je dirais qu'un audit, il faut compter, ça peut tourner entre une demi-journée, voire 2, 3 jours de travail, voilà, en fonction de la taille de l'entreprise. Des fois, ça va très vite, hein. Je viens en 2, 3 heures, on identifie, on dit ah ouais, là c'est faisable, il y a quelque chose à faire. Et des fois, ça prend plus de temps parce qu'on doit parler aux experts métiers, justement. Si le projet est plus compliqué, il faudra faire des séances avec les personnes qui ont l'expertise et que je puisse mieux comprendre le problème et mieux évaluer la faisabilité. Donc, il faut compter entre une demi-journée et 3 jours de travail à peu près. Très bien, merci beaucoup. Oui, une question dans la salle. Ah non, non. On demande de préciser Non, alors, le oui, oui, montant. tout à fait. Alors, une demi-journée de travail, on va tourner aux alentours des 800 francs, entre 800 francs et 1000. Ouais, donc, la demi-journée aux alentours des 800 francs, je dirais. Voilà. Donc, quelque chose d'assez abordable. Oui, madame? Alors, j'aurais une question par rapport au modèle que vous développez. Question par rapport au modèle. Comment est-ce que vous gérez, enfin, déjà, est-ce que des fois vous utilisez des modèles déjà existants, par exemple le 3.5, vous pouvez juste implémenter enfin, utiliser le système qu'ils ont à disposition, mais si d'un seul coup les données que vous avez à traiter sont, par exemple, confidentielles. Par exemple, vous m'avez dit que vous aviez travaillé pour Groupe Mutuel. Je pense que les données avec lesquelles vous avez dû travailler, vous avez dû développer en interne un logiciel. Vous ne pouvez pas utiliser des systèmes externes d'un point de vue protection des données. Alors, c'est une très bonne question. Si on parle donc de l'IA générative, à savoir des modèles comme ChatGPT, évidemment, on doit utiliser des modèles qui sont déjà entraînés. On doit utiliser en fait des modèles tels que ChatGPT, puisque l'entraînement d'un tel modèle se totalise en millions plusieurs, des fois dizaines de millions de francs pour entraîner des modèles comme ça. Donc, on ne peut pas réinventer la roue. Ça, en interne, ça c'est clair. Donc, on utilise des modèles qui sont déjà existants. Et dans le cadre de ChatGPT, Microsoft, en fait, donc Azure, le cloud Azure, propose en fait ces modèles en accès payant, évidemment, mais en garantissant la confidentialité des données. C'est vraiment ça leur promesse. Ils ont pris les modèles de OpenAI, ils leur ont donné, ils ont fait un partenariat avec eux et ils ont ces modèles qui proposent et évidemment
donc en accès, en garantissant que les données ne sont pas utilisées pour réentraîner les modèles et qui sont cloisonnées. Donc donc dans le cadre de l'IA générative, c'est comme ça que ça fonctionne et ça marche très bien. Beaucoup d'entreprises maintenant font confiance à Microsoft parce qu'ils garantissent cette confidentialité-là. Et puis sinon, évidemment, pour rebondir sur la confidentialité de la donnée, évidemment, c'est primordial et parfois, si on ne peut pas garantir que le modèle ne va pas être réentraîné, alors là, il faut essayer de faire quelque chose en interne. Et si ce n'est pas possible, il faut pas y aller. Voilà. Vous en connaissez, à part Azure, parce qu'apparemment, il faut utiliser tout l'environnement Azure pour pouvoir accéder à ça, ou est-ce qu'on peut directement utiliser les services de ChatGPT? Y a-t-il d'autres alternatives à Azure? Et est-ce qu'il y a des alternatives à ChatGPT qui garantissent aussi cette protection des données? Alors, il faudrait se renseigner. Alors, ça, c'est une très bonne question. À l'époque, en tout cas, OpenAI, on peut également utiliser directement OpenAI pour utiliser donc GPT 3.5 et GPT 4. Mais à l'époque, sauf erreur, il disait qu'ils réutilisaient les données pour l'entraînement. Il faudrait voir si c'est toujours le cas dans leur confidentialité, donc dans leur charte de confidentialité. Si c'est toujours le cas, alors Microsoft, du coup, et si ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que maintenant ils sont alignés et puis qu'ils disent qu'on n'utilisera plus les données pour faire ça, pour entraîner les modèles, eh bien, vous pouvez aller sur OpenAI directement. Je vous donne le micro alors. Merci. Et en matière de, toujours avec ces IA, est-ce que vous savez s'il existe des systèmes, donc des LLM comme ChatGPT, mais qui sont en open source? Et s'ils existent, quelle est l'infrastructure nécessaire pour pouvoir en héberger un dans une entreprise? Il y a des systèmes, open source qui existent, typiquement Mistral. Mistral donc, qui a mis au point un modèle aussi LLM open source disponible, donc vous pouvez le prendre et vous pouvez le faire tourner sur vos infrastructures. Par contre, méfiez-vous, vous rentrez quand même dans quelque chose de complexe. C'est-à-dire que faire tourner un modèle comme ça nécessite quand même une puissance de calcul. Là, vous ne l'entraînez pas, vous faites juste de le prendre et de le faire tourner. Peut-être vous le fine-tunez un peu, mais ça nécessite déjà une puissance de calcul qui est assez importante. Je pense qu'on peut en tout cas tabler sur du 128 gigas de RAM de mémoire vive, pour, si ça vous parle, et puis aussi une puissance de calcul en processeur qui est importante et ou en carte graphique. Je ne sais plus s'ils utilisent les cartes graphiques, les LLM, mais il faut quand même une puissance de calcul. Ouais. Donc, c'est quand même des machines pas triste. Ouais. Donc voilà. Et en plus de ça, il faut l'installer sur ces machines et il faut le faire tourner et il faut le rendre accessible à votre infrastructure. Donc il y a aussi toute une couche réseau si vous voulez sécuriser la chose. Alors c'est possible, ça a un coût. Une question en ligne. Gary, on a vu l'exemple du chatbot de Chill. Du coup, la question, c'est par rapport à une FAQ. Quel est l'apport finalement du chatbot avec le recul que vous avez par rapport à cette solution? Donc, est-ce que c'est la centralisation ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors en fait, c'est une bonne question. L'avantage du chatbot Chill, si on prend l'exemple de Chill, il y a deux avantages. Déjà, par rapport à une FAQ, eh bien, vous pouvez poser la question directement. Donc, vous cliquez, imaginez, vous avez le logiciel Chill quand il sera déployé, vous avez la petite icône du chatbot, vous cliquez sur l'icône, vous posez directement votre question. Et ce qu'on aimerait également mettre, mais ça dépend, on va devoir attendre d'abord de déployer la solution. On aimerait que la solution, le chatbot, soit conscient du contexte dans lequel vous êtes. Ça veut dire que si vous êtes par exemple sur le plan comptable, eh bien, on va faire en sorte qu'il sache que vous êtes sur le plan comptable, donc les réponses seront orientées par rapport au fait que vous êtes sur la page du plan comptable. Donc là, clairement, supérieur à la FAQ. Ensuite, vous avez toute l'intelligence conversationnelle qu'il y a derrière pour poser des questions, reposer des questions, demander des précisions. Aussi, encore une fois, il n'y a pas accessible via la FAQ, vous recevez directement la bonne réponse. Et finalement, il y a quelque chose souvent qu'on oublie, mais qui est très intéressant avec ce genre de solution, c'est qu'en fait, vous savez quelles questions les clients posent. C'est-à-dire qu'à la fin, peut-être de 6 mois, vous savez que je ne sais pas, 80% des clients, ils se demandent comment créer un plan comptable et ils n'arrivent pas à trouver l'option. Donc peut-être que ça signifie qu'il faudrait améliorer l'ergonomie de votre logiciel. Et donc ça, vous pouvez aussi faire ces analyses-là sur les réponses de manière ensuite à diriger comment vous allez améliorer votre logiciel ou quelles fonctionnalités vous allez ajouter. Merci beaucoup. Je prends encore une question en ligne. Il y a des questions très pratiques d'applications très concrètes. J'en prends une. Donc, quelles ressources, il faut se concentrer, quelles ressources sont nécessaires pour entraîner et mettre en place un outil de contrôle qualité dans la fabrication qui permet un contrôle de 100% des pièces?
À l'heure actuelle, ça c'est fait par des humains. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Et si oui, ben, bon, quelles sont les ressources? Alors, difficile à répondre comme ça, il faudrait Oui, voir l'infrastructure existante, hein. Donc, pour la personne qui pose cette question, il faudrait voir l'infrastructure existante. Alors, évidemment, vous l'avez compris, pour mettre en place un tel contrôle, il faut déjà qu'il y ait une chaîne, hein, une chaîne automatisée finalement de fabrication, qu'à la fin de cette chaîne, il y ait une sorte de caméra ou d'appareil photo qui va prendre une photo au bon moment de l'objet en question. Cette photo, ensuite, elle doit passer dans un algorithme et cet algorithme va décider si oui ou non il y a donc lieu que l'objet doive être voilà, jeté ou non. Et donc, évidemment, ça nécessite déjà une infrastructure en amont. Ensuite, il faut développer l'algorithme, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre une série de photos sans rien faire et ensuite, sur la base de ces photos, il faudra qu'une personne annote si le produit, si la photo là, c'est un produit qui est défectueux ou un produit qui est OK. Et quand on a suffisamment notation, on entraîne l'algorithme, on place l'algorithme avec l'appareil photo ou la caméra. Donc, il y a quand même, non, clairement, une complexité, hein, ça c'est sûr, et ça dépend beaucoup de la base qu'ils ont déjà. merci. Une question dans la salle, oui. Peut-être pour rebondir sur ça, parce que c'est vrai, la question des coûts, c'est toujours le point bloquant. Merci. La question des coûts, c'est toujours le point bloquant pour les PME. Et puis, vous expliquiez avant que vous faisiez un audit. Dans votre expérience, pour une PME, euh, les projets les moins chers, les plus faisables, les low-hanging fruits, ça se chiffre à combien? Alors, toujours, encore une fois, ça va dépendre des projets, mais j'essaye de faire dans Neuralia, c'est de rendre accessible en fait l'IA aux PME. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment mon but, hein. Je l'ai d'ailleurs peut-être pas dit, je n'ai pas fait une présentation qui est spécifiquement de Neuralia, mais quand je présente Neuralia, je dis qu'on aimerait rendre accessible aux PME au plus possible l'intelligence artificielle. Alors, à combien ça se chiffre? Évidemment, hein, il faut quand même compter. Ça dépend encore une fois du projet, mais par exemple, ouais, à moins de 10-15 000 francs, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, donc, hein, parce qu'il y a quand même toute une phase évidemment de développement personnalisé. Donc, franchement, à moins de 15 000 francs, c'est compliqué, en tout cas pour la phase de POC. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une phase d'audit. Une fois qu'on a l'audit qui est fait, on a identifié le projet, on va faire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire qu'on va tenter d'arriver le plus vite possible à une solution viable, c'est-à-dire de se dire, voilà, ça marche. Et une fois que ça marche, eh bien, on passe ensuite la solution en industrialisation. Et donc, la phase de POC qui consiste à dire ça marche ou ça marche pas du tout, ben voilà, c'est clair qu'à moins de 15 000, 10-15 000 francs, tout de suite, c'est compliqué. Encore une fois, ça dépend du projet. Des fois, il y a des projets beaucoup plus simples, hein. Là, je vous parle de projets d'IA. Il y a des choses aussi dans l'ingénierie de données, comme je vous ai montré dans la pyramide, qui sont aussi plus accessibles, ça c'est sûr. Encore une question en ligne euh, qui vient d'un éditeur de logiciels ERP. Donc, ce spectateur demande, faut-il absolument intégrer de l'IA? Donc là, vous y avez répondu, pas forcément, mais il dit surtout, est-ce qu'on peut faire du contrôle IA sur des processus grâce à l'IA? Ou est-ce qu'il faudrait toujours garder l'humain pour le contrôle? Ouais, alors Question philosophique oui, ou... oui. Alors oui, oui. Alors je vois la question. Alors évidemment, hein, déjà, mettre en place un algorithme d'IA, c'est clair, c'est compliqué. Donc, avoir encore un algorithme qui contrôle l'algorithme, alors évidemment, on a encore une étape au-dessus. Il y a des manières, évidemment, que ce que l'algorithme prédit soit contrôlé automatiquement. Donc ça, c'est des choses, évidemment, qu'on peut discuter puis qui sont mises en place également si ça a lieu d'être. Maintenant, je pense que de manière, on va dire, dans une certaine temporalité, il faut quand même avoir l'expert qui reste un peu au fait de ce que l'algorithme prédit. Et il faut de temps en temps faire une table ronde avec l'expert en disant, voilà, l'algorithme a tourné pendant 6 mois, voici les résultats, vous êtes satisfait? Non. On regarde quand il y a eu des problèmes et on améliore chaque fois la solution. Donc voilà, il y a quand même, je pense, besoin d'avoir toujours un peu l'expert qui est... Encore une fois, ça dépend du projet, c'est large. Oui, une question dans la salle? Bah, avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je me souviens du slide où il y avait la pyramide de l'IA. Oui, alors... Et en fait, ma question vient on fait un peu dans l'entreprise où je travaille de la transformation digitale et on voit des clients qui veulent aller, comme vous disiez, enfin, mettre la charrue avant les bœufs. Donc, qu'est-ce que vous dites aux entreprises qui viennent vers vous, qui vous disent
on veut faire de l'IA parce qu'on pense qu'on va pouvoir résoudre un problème de qualité ou autre, réaliser un chatbot ou je ne sais quoi pour améliorer notre produit ou notre service. Par contre, on ne veut pas aller dans le cloud, on ne veut pas adopter des nouvelles technologies. Est-ce que vous leur dites, désolé, ce n'est pas possible, ou bien est-ce que vous avez un plan B pour quand même leur donner accès à l'IA sans qu'ils passent par disons, les couches inférieures de cette pyramide? Alors, en général, hein, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas les données pour faire… Alors, d'abord, on va identifier ce qu'ils veulent faire. Comme vous l'avez dit, ils veulent peut-être faire un algorithme de contrôle qualité ou que sais-je. Ils identifient que c'est ça qui va amener de la valeur. Déjà, on va essayer de valider que c'est le cas, c'est-à-dire que leur algorithme, en effet, il amènerait la valeur convenue. Donc, on vérifie que ça tienne la route, déjà, le point final, on va dire, de leur volonté. Et après, c'est clair que si entre deux, ils n'ont pas les données, on va plutôt les orienter en disant il faut mettre en place l'infrastructure de données. Maintenant, s'ils sont réfractaires au cloud, alors ce sera une infrastructure locale, on-premise. Donc, voilà, il y a des solutions. Mais encore une fois, si vraiment ils veulent toutes ces étapes-là, ils ne veulent pas les faire et néanmoins, elles sont nécessaires parce qu'on a besoin des données pour mettre en place, par exemple, cette solution, on ne peut rien faire à ce moment-là. Il faut dire, écoutez, on ne va pas rentrer dans des choses qui ne sont impossibles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les données et vous ne voulez pas mettre en place l'infrastructure de données pour arriver à l'IA, eh ben, on ne va pas pouvoir faire d'IA, en tout cas sur ce projet-là. Maintenant, encore une fois, il y a des alternatives. Hein. Comme j'ai dit, l'IA générative, il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'infrastructures de données, puisque ça peut marcher sur des documents, que justement des algorithmes de machine learning. Vous avez besoin, ou deep learning, vous avez vraiment besoin d'avoir une infrastructure de données qui est plus importante, quoi. Donc, il y a des alternatives. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il y en avait encore en ligne qui sont très spécifiques. Peut-être pour terminer, Gary, ici, c'est une question assez générale sur la valeur qu'amène l'IA à la société. Est-ce que vous avez peut-être un avis là-dessus sur qu'est-ce que Neuralia peut amener à la société? On sait que l'IA est quand même pas mal remis en cause par certains pour ce qui se cache derrière, donc tout ce qui a nécessité la création des langages de modèles, notamment les plus gros d'entre eux. Finalement, qu'est-ce qu'une société comme Neuralia peut amener à l'économie locale? Question peut-être philosophique slash piège, mais voilà, Ouais. je trouvais que c'était assez bien pour terminer. Bah, en tout cas, via Neuralia, qui est une société nouvellement fondée, on espère vous aider à faire du travail qui est plus orienté sur ce que vous aimez faire, c'est-à-dire d'éviter du travail redondant et bête, hein, d'avoir finalement des processus qui sont les plus automatisés possibles. Je ne sais pas vous, je crois que personne n'aime faire trop de l'administratif à profusion. Si on peut automatiser une partie de ces tâches et vous permettre de vous orienter vers des tâches où vous avez plus de valeur ajoutée, j'ai envie de dire tant mieux. Et c'est là que Neuralia espère tendre et également avoir un impact sur l'économie locale à travers justement l'implémentation de ces divers algorithmes, d'avoir un impact justement tant en termes d'économie de ressources humaines, c'est-à-dire d'avoir moins de personnes qui font du travail bête, qu'en termes peut-être aussi de contrôle, hein, que ce soit dans la détection de fraude ou finalement on participe à la réduction des coûts, finalement, dans le cadre de l'assurance, on participe à la réduction des coûts de la santé à travers ce genre de contrôle. Et ça peut être du coup un objectif qui est, voilà, peut être transposé à plein d'autres domaines. Merci beaucoup, Gary. On peut l'applaudir encore une fois dans la salle. Merci beaucoup. Je vais pour terminer prendre congé des gens qui nous ont suivis. Donc, merci pour votre attention. On se retrouve avec plaisir au mois de juin au Phytoarc de Comté. D'ici là, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.